Le marathon des sables est une épreuve qui consiste à courir environ un marathon par jour dans le désert marocain pendant une semaine avec un sac contenant nourriture et couchage pour les 7 jours. Une course à pied en 6 étapes, dont une de 84 km non-stop se terminant pendant la nuit. Elle s'est déroulée cette année sur une distance de 257 km en autosuffisance alimentaire et en allure libre, mais avec un temps imparti pour chaque étape et des barrières horaires. Chaque concurrent a l'obligation de porter son équipement, nourriture, matériel et couchage avec une liste minimum imposée. Plus de 1300 participants étaient inscrits cette année. Vent de sable, kilomètres de dunes, écart de température important, avec 8 degrés la nuit et environ 45 à 47 degrés la journée. Outre la préparation physique qu'impose cette course, l'autre difficulté a été organisationnelle. Il a fallu rentrer toute la nourriture lyophilisée, tout le matériel dans ce sac de 20 litres. Mon marathon des sables en réalité commence le jeudi 7 avril à la clinique Juge avec une journée opératoire dense et un départ directement de la clinique pour Marignane pour rejoindre au plus vite Orly. Effectivement, nous étions convoqués à 4h du matin le vendredi. Atterrissage à Ouarzazate et nous voilà repartis pour presque 7 heures de voyage en bus avec les arrêts afin de rejoindre notre lieu de villégiature, les dunes de Merzouga. Je me retrouve donc avec ma valise et mon sac à dos dans le désert marocain ce vendredi soir, dans un environnement peut-être hostile pour nous Européens, mais majestueux. Nous descendons des bus et chacun se dirige vers la tente qui lui est assignée, ou qu'il a pu choisir, en l'occurrence la 63 pour moi. Ce sera notre maison pour les 8 jours à venir, une simple toile ouverte sur 2 côtés, soutenue par des branches de bois avec un tapis de laine pour recouvrir le sol caillouteux, la tente berbère, sous laquelle nous sommes 8 au final. Mais que viennent faire tous ces participants dans le désert? Fuir leur quotidien? Découvrir le désert? Dépasser leurs limites? Réaliser une performance? En réalité, 1300 compétiteurs et autant d'histoires de vie différentes. Chacun est venu avec ses motivations, comme ce père espagnol qui a participé seul il y a 2 ans. Entre-temps, son fils de 17 ans a été atteint par un cancer et on lui donne 1 an à vivre. Il est venu avec lui cette année afin de participer à cette folle course et lui offrir un moment d'exception. Pour ma part, c'est avant tout un défi personnel, physique, mais aussi un défi solidaire. Je cours pour Tom, je cours pour les autistes. Chacun trouve sa place, et nous installons nos petites affaires après avoir suivi les conseils. Bien nettoyer le sol sous les tapis, pour éviter de sentir les cailloux quand on dort. Surtout pour ceux qui dorment sans matelas. Découverte les uns des autres, apprentissage de la vie sur le bivouac. Pour le moment, c'est encore le grand luxe. L'organisation nous fournira des repas chauds jusqu'au samedi soir. Il faut en profiter. Première nuit sous les étoiles, première sensation de froid au petit matin. Nous sommes quand même à 800 mètres d'altitude. C'est le test pour décider ce que nous allons garder ou non dans notre sac à dos définitif. Pour chacun, c'est un dilemme. Comment optimiser le poids du sac? Tout dépend s'il en privilégie la performance ou le confort. Choix difficile mais bien personnel. Pour ce qui me concerne, ça sera le confort. Ce samedi est la journée d'examen de passage. Journée de contrôle, de découverte, d'acclimatation. La chaleur monte vite, la tension aussi. Au final, mon sac pèse 10 kg 2. C'est un peu excessif, mais je suis en mode confort. Il a fallu ne garder dans le sac que les affaires indispensables pour cette nouvelle séquence de vie d'une semaine si particulière. Rien que l'essentiel, pas de superflu. Une des premières difficultés de ce marathon des sables est de voir son sac de voyage partir. On n'a plus le choix. Nous voilà maintenant contraints avec le matériel choisi. Ce marathon des sables est aussi de merveilleuses rencontres avec des participants du monde entier. Tempête de sable de la nuit du samedi au dimanche, nous voilà au dimanche matin. Enfin, la vraie course commence. Premier petit déjeuner en autonomie pour lequel j'avais prévu large puisque nous ne le portons pas. Récupération des bouteilles d'eau avec la carte de rationnement à faire poinçonner. Tout le monde se prépare, tout le monde est silencieux, le stress monte petit à petit.
Nous voilà sur la ligne de départ, prêts à affronter cette immensité de sable et de cailloux, à nous lancer vers l'inconnu pour beaucoup. Pour moi, c'est une nouvelle aventure qui promet d'être riche et intense. Patrick Bauer, l'organisateur, est manifestement un fan de AC/DC. Tous les départs se font avec Highway to Hell. Étape 1, 34 km. Beaucoup de dunes, beaucoup de dénivelé. Grande émotion. Première foulée vers mon destin de la semaine, dans l'expectative de vivre des moments inoubliables, mais sans trop savoir à quoi m'attendre, car c'est un pas vers l'inconnu. Vais-je tenir le coup? Aurai-je assez à manger? Et les ampoules? Va-t-il faire froid la nuit? Faut-il marcher ou courir? Sachant que je n'ai aucune ambition pour le classement. Autant d'interrogations que de tourbillonnements de ma tête qui n'ont aucune réponse pour le moment. Elles viendront au fur et à mesure. Je me décide à courir pour démarrer et d'aviser petit à petit. À chaque départ, je vais utiliser la même technique, partir parmi les premiers pour ensuite avoir le champ libre afin de choisir de courir ou de marcher en fonction de la difficulté. Après 2 km, on attaque les 12 km de ces dunes réputées les plus hautes du Maroc. Nous sommes pleinement maintenant dans le vrai marathon des sables, un sable mou, infini, volatile, coloré, moelleux et pourtant si redouté. 12 km d'initiation. Et s'il n'y avait que du sable? Mais voilà que le vent se met également à vouloir sa part, et de face en plus. Quasiment une tempête. En lutte avec les éléments, nous sommes impuissants devant une telle force. La progression est difficile, mais il faut s'accrocher. Au point de contrôle, les bénévoles et organisateurs nous appellent tous par notre prénom pour nous accueillir et nous encourager. Au début, ça surprend, mais notre prénom est inscrit en gros sur notre dossard. Belle initiative. Toujours valorisant et réconfortant de s'entendre interpeller directement et personnellement dans un tel contexte. Au final de ces 34 km, je suis surpris par mon état de forme, par mon classement. Je suis 169e. Le soir, c'est l'apprentissage du repas au bivouac avec le cérémonial du feu. La tribu de la tente 63 s'organise. Première chose, se reposer les jambes, manger, boire, pour compenser les pertes hydriques et caloriques. Ce sera le rituel à chaque arrivée. Le feu allumé, chacun met son eau à bouillir pour préparer le repas de son menu. Pour moi, le premier soir, c'est tartiflette. Aussi surprenant que ce soit, une tartiflette lyophilisée est finalement pas si mauvaise que ça. La nuit, je dors d'un sommeil très profond tellement je suis fatigué. Lundi matin, jour numéro 2, rituel et routine. Nouveau départ pour sa deuxième étape de 41 km. Je me trouve très fatigué, les premières foulées sont très difficiles et progressivement, je me sens de mieux en mieux. Je suis même surpris par mon état de forme. On dit habituellement que les courbatures apparaissent à 48 heures, mais là, elles sont déjà bien et bien là. Alors que nous avançons, je remarque un participant qui court la main droite reliée à la concurrente qui se trouve à ses côtés. C'est un aveugle. Quel courage pour s'engager dans une telle course en étant privé de ce sens essentiel. Il y a également Duncan, membre de la Royal Air Force qui a perdu ses jambes en Afghanistan. Il va courir avec ses prothèses pour soutenir l'association Walking with the Wounded, marcher avec les blessés. Il sera contraint malheureusement d'abandonner sur l'étape longue de 84 km le mercredi. Cette année, il y a également pour la première fois une équipe de sourds-muets qui est présente. Tous les briefings sont d'ailleurs traduits en langue des signes. À un moment, nous passons près d'un village. On se demande de quoi vivent les gens dans un tel environnement. Il y a des enfants qui sont là sur le bord de la piste pour nous regarder traverser et peut-être rêver un peu à tout ce que nous véhiculons comme images et désirs. Le rêve d'une vie soi-disant meilleure ailleurs. Saluer les autochtones que je vais croiser sur ma route? Peut-être,
une manière inconsciente de m'excuser de venir troubler leur sérénité, de m'immiscer dans leur quotidien. Ils m'ont rien demandé et doivent s'interroger sur ces hommes et femmes, coureurs, équipés de matériel parfois coûteux, qui prennent plaisir à souffrir. Qu'est-ce qui nous pousse à relever de tels défis, à délaisser notre confort dont les populations d'ici rêveraient de bénéficier? Le dépassement de soi, sentir qu'on existe vraiment, la performance, le désir de soutenir une cause. Chacun va chercher sa propre réponse au fond de soi, avec le désert pour champ de réflexion. C'est l'occasion d'examiner ses motivations, l'envie de plonger dans l'inconnu, de vivre hors du temps, de délaisser ses habitudes. Pendant ce temps-là, Rachid El Morabiti mène toujours la course. Il a gagné l'étape d'hier, il est en train de gagner celle d'aujourd'hui, et il progresse rapidement. Les choses sont très différentes pour moi. Le parcours est beaucoup plus roulant, je me suis un peu emporté, je commence à le payer, je ne suis pas très bien, je perds confiance. Les paysages sont magnifiques, je n'en profite même plus, la tempête de sable est là, je commence à marcher. À ce moment précis de la course, je n'y crois plus du tout. À maintes reprises, je me pose la question d'abandonner. Les perspectives sont interminables. Je finis difficilement la course pour arriver au bivouac dans un état de fatigue inédit. Je suis dans le doute. Je me donne quand même quelques heures pour y réfléchir. J'ai mal partout. J'attends. Je n'ai ni le courage ni la force d'aller voir mon classement. Cela bien entendu me préoccupe, car on a toujours envie de bien faire. Comment abandonner? Comment abandonner alors que je cours pour une association? Je cours pour Tom. Comment abandonner avec toute la promotion médiatique avant mon départ? Je ne peux pas faire ça. J'essaie de tenir le coup. Après une bonne nuit de sommeil réparatrice, les Marocains, les hommes en bleu, sont toujours à l'heure pour le démontage. Aucun répit pour les coureurs fatigués. Je prendrai le départ quand même pour vivre des moments magiques. Effectivement, je suis plus raisonnable que les jours précédents. Je pars beaucoup plus lentement et crescendo, j'accélère. Je me sens bien, je dépasse, je gagne des places. Pourtant, il s'agit d'une épreuve aujourd'hui plutôt difficile avec beaucoup de dénivelé, de dunes et des djebels à monter. Nous nous retrouvons dans des espaces encore préservés qui nous font prendre conscience de la richesse du monde dans lequel nous vivons. Toujours des paysages magnifiques qui s'offrent à nous, ils se méritent. Les premiers kilomètres alternent sable, cailloux, parties plus roulantes, avant des ascensions progressives et répétitives. Je rentre heureux au bivouac. L'endroit me paraît encore plus beau que d'habitude. En réalité, il s'agit d'un décor habituel. Les Marocains sont très forts pour reconstituer le bivouac de manière parfaite à l'identique par rapport au lieu précédent. J'ai même les félicitations de Rachid El Morabiti. Il a encore gagné l'étape aujourd'hui. Je suis tellement bien que je m'occupe de mes voisins, je gère les ampoules des uns et des autres. Je n'ai plus du tout l'envie de connaître mon classement. Ce sont les notes de Géraldine qui me les montrent a posteriori. Effectivement, je gagne des places progressivement. Je passe une bonne nuit. Demain, c'est l'étape longue de 84 km. Je n'ai pas peur, je suis en confiance, je vais y arriver. Mercredi, le jour le plus long, l'étape de vérité, appelée la longue dans le jargon du MDS.
Le départ a lieu un peu plus tôt que d'habitude, car le parcours qui nous attend fait 84 km et 1700 mètres de dénivelé positif. Un vrai défi dans le défi. On sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive. Mais il faut franchir la ligne en 35 heures maximum, sinon c'est l'élimination. Ce serait dommage d'arriver à cette étape de la course. Nous abordons un immense lac asséché que nous allons traverser avant de passer de nouvelles dunes en face. À ce moment-là, une douleur de hanche apparaît. Pourtant, ce n'est que le début de la course. Je commence à me poser des questions. J'essaye tant bien que mal d'analyser cette douleur. Je crois que je suis trop fatigué pour raisonner, pour essayer de trouver des explications médicales. Je profite du premier CP pour me reposer un peu plus que d'habitude. Cette fois-ci, j'ai bien compris, même si le sac n'est pas enlevable, je m'assois avec le sac à dos et je prends beaucoup plus de minutes que les fois précédentes. Une fois reposé, la douleur disparue, avec un excellent moral, je quitte ce checkpoint pour aborder une première grande montée sur le Djebel El Ofal. C'est l'embouteillage dans le désert. Le passage est étroit, il y a des cordes pour s'agripper, il faut attendre son tour. 30% de pente, on aimerait y rester, savourer ces instants, s'imprégner de cette ambiance, un décor féerique mais bien réel. Mais on a aussi envie d'avancer, il reste encore 70 km. J'enchaîne les kilomètres et les différents checkpoints. À chaque fois, nous bénéficions d'une distribution de bouteilles d'eau prévue. Chaque bouteille et chaque bouchon est marqué à notre numéro de dossard. Et si jamais l'un ou l'autre est retrouvé dans le désert, c'est une pénalité. Le soleil commence à baisser, la chaleur à tomber et la lumière à devenir magnifique. L'instant jubilatoire pour les photographes dans une explosion de couleurs. J'approche du CP5, ce fameux CP5 réputé être un oasis de bonheur avec thé chaud, chaises longues, musique, tente. Je me pose la question de m'arrêter, d'y dormir quelques heures. D'après mes calculs, je pensais arriver au CP5 pendant la nuit. Me voilà arrivé avant la tombée de la nuit, je suis surpris par mon timing, je réalise que je m'en sors pas trop mal, ça me motive complètement. Au final, pas question de dormir 2-3 heures, je m'arrête 15-20 minutes, je me repose, je me reconditionne et me voilà reparti. À ce moment-là de la course, c'est l'euphorie totale. Probablement les endorphines. Je ne comprends pas à quel point je suis bien. Je cours comme si je venais juste de me réveiller, je me sens tout frais. Les kilomètres défilent, je suis en totale confiance. La nuit est claire et on pourrait presque se passer de la lampe grâce à la lune. Mais je ne veux pas risquer de chuter sur une pierre. Passage rapide au CP7, les bénévoles nous disent avec justesse que c'est la fin. Malgré les 10 km restants, on voit l'arrivée de là où nous sommes. Effectivement, on distingue au loin 2 points luminants signalant le bivouac tant espéré et désiré. Mais il ne faut pas se fier à ces impressions de proximité. Enfin, après un peu plus de 14 heures, je franchis la ligne d'arrivée de la longue, heureux, finalement pas tant si fatigué que ça, et content d'être là. Une victoire de plus, une étape en moins. Je suis finalement rentré à 23h30, j'avais tellement envie de rentrer avant minuit et de passer une nuit complète. Au petit matin, nous sommes reposés, nous sommes bien heureux, nous sommes surtout rassurés. Au petit matin, on ne peut s'empêcher de penser à ceux qui sont encore sur le parcours et qui courent encore. On aperçoit les loupiottes encore allumées et des concurrents en train d'arriver au bivouac. Certains vont arriver en fin de nuit, d'autres dans la matinée et certains même dans l'après-midi. Nous sommes donc jeudi, c'est la journée de repos pour ceux qui ont pu parcourir l'étape longue assez rapidement. En dehors des moments de repos, je vais me balader dans le bivouac pour prendre quelques photos de l'ambiance. Beaucoup de participants sont mal au point. Les pieds sont rouges de badigeonnage d'éosine
ou blanc des straps qui les recouvrent, et probablement 1 sur 2 boîtes en marchant. Le facteur passe tous les jours nous déposer les emails que nos proches nous ont laissés sur le site MDS. Une prouesse au milieu du désert et un grand réconfort pour tous les sportifs. Quel bonheur de recevoir ces messages d'encouragement des amis, de la famille, après toute une journée d'effort. C'est donc la journée de repos, la journée des échanges. Imaginez-vous que les règles sont les mêmes pour tous, amateurs ou champions présents à nos côtés. Il n'y a pas de barrière sociale non plus. Un brassage de culture, de religion, de langue, de métier. Le monde en miniature, le temps d'un bivouac. Personne n'a rien à revendiquer, si ce n'est sa capacité à faire face au destin qu'il a choisi pour la semaine. Il est presque 18 h, l'info nous parvient que le dernier concurrent arrive. Cet Anglais aura mis plus de 33 heures pour boucler les 84 km. Le vendredi, c'est le jour de la dernière étape classante, 42,2 km, la distance d'un vrai marathon. Le rituel du matin devient une habitude. Au décours de la longue étape, je suis classé 230e. Ce matin, il est décidé de faire partir les 200 premiers beaucoup plus tard. Je suis donc parmi les premiers à partir de mon groupe. La difficulté va être de garder mon classement, voire essayer de gagner quelques places. Je me sens bien en forme, aucune douleur, le sac a perdu quasiment la moitié de son poids. C'est peut-être mon jour. Sable, cailloux, piste, rien ne me résiste aujourd'hui. J'avance, je fonce, je double, mais je me sens en pleine forme, même si c'est la dernière longue étape. Je suis parmi les premiers dans cette étape marathon de mon groupe. Dans les différents checkpoints, je m'arrête juste ce qu'il faut afin de repartir dans de bonnes conditions. Nous nous regardons les uns les autres. La course reste difficile car tout le monde veut se donner au maximum ce dernier jour. Et tout d'un coup, au détour d'une dune, avant la petite descente, je l'aperçois. Il est là, au bout de cette plaine. Il nous attend. L'espoir ultime de ce marathon, le dernier bivouac. L'émotion me prend, mes joues se mouillent, non pas de sueur mais de larmes, vite séchées par le soleil, comme s'il voulait me faire oublier tous les efforts de ces derniers jours. Je vais y arriver, je l'ai fait, l'étape de demain ne sera qu'une formalité. Ça y est, mission accomplie. Petit détour vers la webcam, si jamais quelqu'un regardait. Je me retire ensuite discrètement, les larmes aux yeux, plein d'émotions. Dernière étape le dernier jour, 17 km. Il s'agit d'une étape non classante. Il s'agit d'une étape pour l'UNICEF. Nous arrivons tous les 8, main dans la main, sous l'arche. Aucun de ceux qui logeaient dans notre tente n'a abandonné. Et nous accédons à cette fameuse remise de médailles par des bénévoles et le boss du MDS. Moment d'émotion car il se mérite, ce bout de métal. On s'approprie ensuite sans transition tout ce confort qui fait à nouveau notre quotidien. L'eau courante, un bon lit, une assiette bien remplie. Cela nous semble tellement banal et légitime qu'on en oublie souvent que des millions de personnes n'ont pas ces privilèges. Des millions de personnes se battent chaque jour simplement pour survivre. Comme quoi, on devrait plus souvent faire ce genre de coupure.
Cette semaine, dans des conditions primaires, sans superflu, nous rappelle que nous avons une responsabilité envers eux, ceux qui en ont moins, bien moins que nous.